Merci de votre présence cet après-midi. Donc, nous allons débuter donc, cette conférence sur qualité, rentabilité, export, les avantages du bio. Donc, en compagnie de Monsieur Olivier Gergaud, donc, professeur en économie à la Cage Business School de Bordeaux. Merci de venir animer cette conférence pour cet après-midi. Je vous laisse la parole. Merci. Bonjour, merci d'être là pour cette conférence sur des questions qu'avec ma collègue Magali Delmas de l'Université de Californie à Los Angeles, UCLA, on a trouvé, nous, important de se poser depuis pas mal d'années. Et donc, ces questions, en fait, elles traitent de différents sujets dans l'univers du bio. Tout d'abord, des déterminants de l'engagement. On s'est posé la question pourquoi un vigneron, une vigneronne décide à un moment donné de transformer sa méthode de production, de changer ses habitudes et de devenir bio ou d'adopter des pratiques plus contraignantes comme la biodynamie, etc. On s'est ensuite intéressé à l'effet de cette certification. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer, est-ce qu'on est capable de mesurer l'impact de l'obtention d'un label, qu'il soit bio ou biodynamique. On s'est également intéressé dans l'étude sur la France que je vous présenterai dans un instant, l'impact de la certification raisonnée sur la qualité des vins. Et dans le cadre d'une autre étude, on a également réfléchi, on a essayé de mesurer la corrélation, là on parlera plutôt de corrélation dans le cadre de cette étude sur la rentabilité et l'export, la corrélation qui peut exister entre la certification, l'obtention d'une certification et l'évolution de la rentabilité d'une exploitation vitivinicole et aussi de sa capacité à exporter. Donc voilà un peu le menu. Tout d'abord, je vais passer très rapidement sur les questions d'engagement. Non pas que ça ne m'intéresse pas, bien au contraire, parce que c'est vraiment quelque chose qui, nous, au plan académique, nous intéresse, parce qu'on veut comprendre quels sont les leviers, en fait, qui permettraient d'accélérer cette transition écologique auquel on est attaché, parce qu'on croit fondamentalement qu'il est important, quand on produit du vin aussi, de respecter son environnement et l'ensemble des parties prenantes, que ce soit le consommateur, que ce soit le voisin, les travailleurs, etc., etc. Donc, on avait pris contact avec les vignerons indépendants de France il y a quelques années pour travailler avec eux. L'avantage des vignerons indépendants de France, c'est qu'ils ont de nombreux membres et parmi régulièrement, ils font des enquêtes pour demander à ces membres les raisons pour lesquelles ils se convertissent, parce qu'il y a tout un tas de vignerons en conventionnel chez les vignerons indépendants, mais il y a aussi de plus en plus de vignerons bio, il y a de plus en plus de vignerons en biodynamie, etc., etc. Et dans le cadre de ces enquêtes, on a aussi des informations que j'utiliserai dans la dernière partie sur la rentabilité et l'export. Alors, ce qui est intéressant de remarquer, en fait, les principales motivations qui sont déclarées par les vignerons qui s'engagent dans la démarche, c'est tout d'abord des motivations qui ne sont pas forcément des motivations d'emblée économiques. Ce sont des motivations liées à la protection de la nature et de l'environnement. Ce sont des préoccupations philosophiques, très personnelles, des préoccupations liées à la santé, la protection de la santé au sens général, sa propre santé, mais également la santé, j'en ai parlé, des travailleurs, etc., etc. Un défi technique, évidemment, on change de méthode de production, c'est intéressant, c'est mentionné par certains. Et vous voyez, ce n'est pas du tout le premier facteur, c'est l'augmentation des prix, la demande des consommateurs, gagner la confiance des consommateurs. Là, on a des déterminants qui sont plus économiques, mais qui sont mentionnés moins souvent par les producteurs. Donc c'est intéressant de noter qu'il y a une volonté qui n'est pas forcément un phénomène économique, mais c'est un phénomène, on va dire, plus de société, lié à des préoccupations philosophiques qui poussent ces viticulteurs, vous-même, probablement présents ici, à s'engager dans une démarche respectueuse de l'environnement. Ma collègue Magali Delmas avait aussi fait une enquête sur les vignerons en Californie. Et ce qui ressort, les enquêtes étaient différentes, mais il y avait des questions qui étaient liées aux enfants. Et le facteur qui ressortait le
le plus souvent mentionné par les vignerons californiens, c'était de transmettre un vignoble, un vignoble soutenable, un vignoble sain à ses enfants. Donc la motivation, en fait, à long terme, la vision à long terme du business était très, très importante. Après cette étude sur l'engagement des vignerons, expliquer ce qui pousse, ce qui explique fondamentalement l'engagement, eh bien on a commencé avec Magali une étude sur le lien entre certification et qualité, sur une base de 74 000 notes que l'on a récoltées sur 3 sites différents, Robert Parker, donc Wine Advocate bien sûr, Wine Spectator et Wine Enthusiast, donc 3 sources différentes. L'objectif, c'était d'éviter le biais. On pourrait voir une source particulièrement favorable à la démarche environnementale et qui nous pousserait à tirer des conclusions un peu hâtives et peu généralisables de l'impact sur la qualité de la certification. Alors, dans ces bases de données, on a trouvé relativement peu de vins bio ou biodynamiques. On n'a pas pu en fait distinguer la bio et la biodynamie dans cette étude. Donc on a essayé, on a collecté toutes ces données et puis on a utilisé une statistique un peu sophistiquée qu'on appelle des méthodes économétriques pour évaluer l'impact pur pour un vigneron donné, en tout cas un vin donné, qui dans un premier temps est conventionnel et qui ensuite va passer en bio ou en biodynamie, voir un peu l'impact si les experts détectent quelque chose et si ils sont plus généreux ou moins généreux. On pourrait a priori penser que l'inverse est concevable dans la mesure où certains consommateurs pensent que le fait d'acheter une lessive par exemple bio, ça va laver un peu moins bien. Donc est-ce que c'est le même raisonnement pour des experts qui, eux, vont juger des vins? Là, on se rend compte que le fait d'avoir un vin qui, dans un premier temps, est conventionnel et qui ensuite va passer bio et ensuite biodynamique, eh bien, il y a une amélioration de la qualité significative de l'ordre de 4% sur une échelle de 0 à 100. Donc, on a publié ça dans cet article dans le Journal of Wine Economics il y a quelques années et je vous montrerai un petit peu plus loin que les médias se sont beaucoup emparés en fait des résultats de cette étude parce que vraiment il y avait un besoin d'explication qui était assez fort, une méconnaissance de l'impact de ces méthodes respectueuses de l'environnement sur la qualité. L'étude sur les vins californiens, je vous disais 1% de vins bio dans l'ensemble de la base de données, c'était vraiment pas grand-chose. Et à chaque fois qu'on échangeait avec, dans le cadre de conférences comme celle-ci ou avec d'autres personnes, on nous posait la question, en France notamment, mais est-ce que vous avez fait l'étude sur les vins français ? Et on leur disait, non, on avait accès à ces données américaines et on a eu l'idée avec Magali de poursuivre cette étude, de refaire exactement la même étude, mais sur la base de vins français évalués par des experts français. Alors, on a publié l'an dernier cette étude dans une revue qui s'appelle Ecological Economics, donc avec le même objectif, c'était de mesurer l'impact de ces certifications et d'aller un peu plus loin au plan méthodologique, c'est de pouvoir distinguer l'apport de la bio dans un premier temps, puis de la biodynamie. On aurait bien voulu s'intéresser aux approches, on va dire, naturelles, mais je vous montrerai aussi, je vous dirais que c'est pas facile d'identifier dans ces bases de données les vins dits nature et aussi la définition même de ce qu'est un vin nature pose problème, sachant que dans cette étude, nous avons des vins qui sont de millésime 1948 jusqu'à 2015. Donc, on a commencé ce travail il y a pas mal de temps. Pour récupérer les données, ça a été assez long. Et donc, on a considéré 3 sources différentes d'informations. Tout d'abord, Goemio. On a pu récupérer l'information sur 39 000 vins, presque 40 000 vins. Et dans cette source d'information, c'était intéressant parce qu'on a pu aussi s'intéresser à la raisonnée. Donc, sur le site de Goemio, où il y a une possibilité d'identifier les vins en fonction de leur méthode de production. 3 façons, à date, c'était 3 méthodes de production identifiées, 4 conventionnelles, raisonnées
bio et biodynamie. Donc on a pu identifier assez facilement ces 4 méthodes de production sur le site de Goemio. Vous voyez ici la distribution des notes de 12,5, qui est un événement assez rare quand même sur cette source d'information, jusque 20. Et vous avez la proportion de vin biodynamique, la proportion de vin bio. Alors biodynamique, c'est en vert foncé, il y a un engagement qui est plus fort. En vert plus clair, c'est la bio. Ensuite, la raisonnée, c'est du vert très clair. Et le conventionnel est en gris, sans jugement de valeur. Donc, on voit ici de manière assez intéressante que la proportion de vin bio augmente. Vous voyez, la partie verte augmente lorsque l'on passe de 13, grosso modo, jusqu'à 17, 18. Et elle... ensuite, non, même jusqu'à 17, et elle a tendance un peu à diminuer ensuite. Alors, c'est un peu l'inverse avec la biodynamie, c'est que la proportion de vin biodynamique a tendance à augmenter lorsque l'on est sur des notes un peu plus élevées. Donc, ce n'est pas la fin de l'étude, hein. On a fait mieux que ça, si vous voulez, en termes de mesure de l'impact de chacune des méthodes, en termes de comparaison par rapport à conventionnel, qui est pour nous la catégorie de référence. Mais on a quand même une petite indication, quand même une certaine tendance assez claire ici, avec une proportion de vin biodynamique et raisonné assez importante dans cette publication. Ce qui n'est pas tout à fait le cas chez Gilbert Gaillard, puisque chez Gilbert Gaillard, on avait 14 000 vins évalués à notre disposition. Une identification assez facile des vins bio, mais pas biodynamiques, parce que il y a un pictogramme vert que vous voyez ici qui nous permettait de repérer la méthode de production. Depuis, ils ont ajouté un pictogramme pour la raisonner, mais ça n'était pas disponible au moment où nous avons fait l'étude. Et le pattern, on va dire, il est beaucoup moins clair que chez Goemio ici, ce qui ne veut pas dire forcément qu'il n'y a pas d'effet en fait du bio sur la qualité, mais en tout cas, là, les proportions en fonction des notes, vous voyez que ça varie entre 76 points et 100 points. On a normalisé l'ensemble des publications, c'est-à-dire que pour Goemio, c'était entre 0 et 20. Là, ici, c'est entre 0 théoriquement et 100 points. On a tout normalisé entre 0 et 100 avec des fonctions de distribution pour pouvoir comparer ce qui est comparable, bien évidemment. Donc là, ça, c'est la deuxième source d'information que l'on a utilisée. Troisième source d'information, Béthane de Sauve, beaucoup plus de vins, presque 61 000 vins. Là, c'était un peu plus difficile d'un point de vue technique, puisqu'il n'y avait pas du tout de catégorie clairement identifiable de la bio ou de la biodynamie. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a essayé de détecter dans les commentaires la présence de racines comme bio, biodine, etc., pour repérer si un vin était bio ou biodynamique. Donc, on a repéré tout de même un certain nombre de vins bio. Assez peu de vins en biodynamie ici, mais vu la masse, le nombre d'observations, il y avait quand même une bonne quantité de vins bio dans cette publication. Alors, à partir de là, on a accumulé 128 000, à peu près 128 000 vins. Comment est-ce qu'on peut faire pour comparer il faut comparer ce qui est comparable, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir une méthode qui permette de comparer des vins identiques. Idéalement, on aimerait bien avoir des vins produits par le même producteur sur la même parcelle, et on imagine couper en deux cette parcelle qui a les mêmes caractéristiques en termes d'exposition, etc. Et puis on aurait la version conventionnelle, on aurait la version bio, et au milieu une petite bande de non-agression, on va dire, c'est à la mode, pour voir si on a une meilleure qualité de raisin et ultérieurement de vin en bio ou en conventionnel, sont partis pris, évidemment. Alors, ça, c'est pas possible, ça n'existe pas à notre connaissance. On en a discuté avec Fanny, qui est présente, en essayant d'aller plus loin et de faire une étude sur donc des vins qu'on essaierait de trouver ici ou là dans une version conventionnelle ou une version bio. Ça n'existe pas à notre connaissance. On est tout à fait preneur pour continuer à investiguer sur ce sujet qui est un sujet important, parce que ce sujet, en fonction de la réponse, et on en a bien conscience, ça incite des producteurs à devenir bio, et ça peut aussi inciter des consommateurs à
acheter plus souvent ou à commencer à acheter des produits bio? Donc la réponse est évidemment importante. Il s'agit de 2 études et ce sont des études qui ont les mêmes conclusions, je vous montrerai ça dans un instant, mais qui appelleront, je l'espère, d'autres études. Beaucoup de critiques parfois sur ces 2 études, mais on n'a pas encore vu d'autres études qui traitent du même sujet. Mais on est complètement intéressé pour aller plus loin et renforcer notre connaissance des conséquences de ces démarches-là. Bon, alors donc, l'objectif, c'est mesurer l'impact de l'adoption de ces démarches environnementales certifiées. On a aussi donné sa chance aux produits avec la raisonnée. Sur la qualité des vins, on a considéré que la raisonnée, c'était une catégorie particulière et on l'a traité comme, d'un point de vue conceptuel, comme un traitement, c'est-à-dire que, voilà, et on regardait un peu l'impact sur la qualité. Alors, idéalement, comme je vous disais, le cadre expérimental idéal, ça serait de pouvoir comparer des vins identiques, ça je l'ai déjà dit. Même millésime, cépage, producteur, on pourrait idéalement travailler à la cuvée. Donc, ce qu'on a fait, c'est une étude quasi expérimentale. C'est assez classique en sciences. Ce n'est pas en sciences économiques ou en sciences du management, mais c'est en sciences médicales. Dans tous les domaines de la science, on fait des quasi-expérimentations. On a un groupe dit de traitement. On en a parlé pas mal au moment du Covid, de ces expérimentations, de ces quasi-expérimentations. Il y avait un professeur de médecine à Marseille qui n'avait pas eu le temps de mener des études avec des groupes de contrôle sur un médicament, l'hydroxychloroquine. Et puis on s'est rendu compte que finalement, ne pas avoir de groupe de contrôle, ça posait un peu problème et ça pouvait fausser les études. Bon. Donc ce qu'on a essayé, nous, c'est de trouver justement un groupe de contrôle dans nos données. On a 128 000 vins. On a des vins qui sont traités. Alors là, ce n'est pas un traitement, évidemment, au sens propre du terme, c'est-à-dire qui sont devenus bio. Donc il y a une modification au niveau de la méthode de production. C'est ce qu'on va appeler le traitement. Et on va essayer de trouver dans la base de données des vins identiques qui ont les mêmes caractéristiques, de la même région, la même appellation, la même couleur, le même cépage, etc., mais qui ne sont pas bio, mais qui pourraient très bien l'être, qui ont la même probabilité de devenir bio, alors qu'ils ne le sont pas pour des raisons X ou Y. On a plein d'exemples comme ça dans la catégorie conventionnelle de producteurs qui ne sont pas bio, mais qui travaillent comme des bio, mais qui s'autorisent parfois à utiliser des traitements, là, traitements au sens propre du terme. Bon, donc c'est ce qu'on a essayé de nous repérer, en fait, c'est de comparer ce qui est comparable. Donner un peu plus de précision en la matière. Donc, ce qu'on a comparé, on a essayé d'apparier chacun des vins qu'on a identifiés comme étant des vins bio ou biodynamiques ou raisonnés à des vins qui sont conventionnels avec exactement les mêmes caractéristiques. Et une fois qu'on a fait cet appariement, eh bien, on est capable de comparer la qualité en contrôlant évidemment pour l'effet du millésime, etc., etc. Donc, on a considéré que raisonner pouvait être un traitement, c'est-à-dire une méthode que l'on considère potentiellement comme pouvant améliorer la qualité du vin. On a fait la même chose pour biodynamie versus toujours la même chose, conventionnelle, qui est un groupe de comparaison qui est un petit peu particulier. Je viens d'en parler à l'instant. Ce ne sont pas des vignerons dans le groupe des conventionnels qui utilisent systématiquement l'ensemble des traitements possibles et inimaginables. Il y a des vignerons conventionnels qui sont très proches des méthodes de production bio, même s'ils ne sont pas certifiés, aucun jugement de valeur de ma part, et des producteurs en conventionnel qui utilisent beaucoup d'intrants, que ce soit des herbicides, pesticides, etc. Bon, donc ce qui veut dire que le point de comparaison, lui, il n'est pas pur, c'est-à-dire qu'on n'a pas des vignerons qui sont uniquement des vignerons qui utilisent de la chimie. On peut très bien donc penser que les résultats que l'on obtient, ce sont des résultats relativement, on va dire, conservateurs. Et que si on avait la capacité d'identifier parmi les conventionnels des vignerons qui sont, on va dire, assez engagés dans l'utilisation de produits phytosanitaires, eh bien, on aurait probablement des différences peut-être plus importantes.
Alors le risque d'une approche naïve, c'est-à-dire de ne pas considérer cette approche quasi expérimentale où on va associer des vins qui ont la caractéristique bio avec des vins qui ont la caractéristique conventionnelle, mais des vins identiques, ça serait d'avoir des effets dits de causalité inverse, c'est-à-dire d'observer que le niveau de qualité va influer sur le choix de s'engager en bio. C'est parce que je suis pas bon ou au contraire je suis très bon que je décide de m'engager en matière de m'engager en bio ou en biodynamie. Donc ça c'est au plan technique ce qu'on a essayé d'éviter, et la méthode pour cela c'est le propensity score matching. Qu'est-ce que c'est que le propensity score matching? Un peu rapidement, vous avez un échantillon qui est ici. Voilà. Et ben j'ai un petit pointeur en plus. Voilà. Donc cet échantillon, vous voyez, il y a différentes observations qui ont différentes tailles et différentes couleurs. Et ce qu'on va essayer de faire dans cet échantillon-là, qu'on va dire apparier, c'est qu'on va associer des bleus de même taille avec des ronds gris de même taille. Donc là, on y est parvenu pour des ronds moyens. On en a trouvé deux. Il y avait deux. Prenons dans notre exemple des vins bio. Et puis, on a trouvé deux vins conventionnels qui avaient les mêmes caractéristiques. Donc, on les a mis dans l'échantillon que nous allons retenir. On a sur ces... ça, c'est les gros points. Les points intermédiaires ici, pareil, on en a trouvé 4 dans l'échantillon. Donc, on les met dans l'échantillon que l'on va traiter pour notre analyse statistique, etc., pour les petits points. Et vous voyez qu'on a laissé de côté un certain nombre de vins qui ne nous intéressent pas parce que certains vins sont soit surreprésentés. On a trop, on va dire, je ne sais pas, mettons, de vin de Loire de type conventionnel, avec des chenins, par exemple. Donc, on en met de côté. Ça ne nous intéresse pas. Donc, on est en train de redessiner d'une certaine manière notre échantillon pour pouvoir avoir des résultats qui ont plus de sens. Concrètement, l'application de cette méthode, dans cet échantillon, en fait, de 128 000 vins, on va en retenir essentiellement très peu. On va en identifier 2139 qui sont des vins, sont des cuvées en fait, de même région évidemment, même cépage, même producteur, sur différents millésimes, et qui ont changé de statut au cours de la période d'observation. Parce que dans cette base de données de 128 000 observations, nous avons des vins qui sont toujours observés comme étant des vins conventionnels. On a des vins qui sont toujours observés comme étant bio ou des vins qui sont toujours observés comme étant biodynamiques. Ça nous intéresse, on va dire, moins. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ces 2139 vins, on va essayer de trouver dans la base de données, par contre, on va essayer de leur trouver des jumeaux pour pouvoir regarder un petit peu en différence, on va dire, avant et après l'adoption du label, voir l'impact que peut constituer cette adoption, soit bio ou biodynamie. Donc là, on passe de 2139, eh bien on va retenir de cette base de données de 128 000 observations, on va retenir 67 000 observations grosso modo, et on va faire nos calculs là-dessus. Qu'est-ce que ça donne? Je suis désolé, c'était peut-être un peu trop technique, mais je pense que c'est important quand même de dire que derrière cette étude, il y a quand même, d'un point de vue statistique, tout un travail assez sophistiqué de recherche de la causalité, ce qui est important. Donc, qu'est-ce qu'on obtient sur 128 000 notes que l'on a retraitées, comme je viens de vous le dire antérieurement? Eh bien, quand on prend la catégorie conventionnelle, le fait de passer en raisonné, il n'y a aucune différence statistique repérée dans notre étude. Qu'on soit conventionnel ou raisonné, c'est exactement la même chose, en tout cas au sens des notes attribuées par ces différents experts, ces différentes publications. Ce ne sont pas 3 experts, bien sûr, ce sont des groupes à chaque fois de dégustateurs qui travaillent pour une ou l'autre des publications. Donc ce sont probablement des centaines de personnes au cours du temps qui ont donné leur avis sur ces vins. Ce n'est pas juste l'opinion de 2-3 personnes en particulier. Eh bien, donc pas de différence significative entre conventionnel et raisonné. Une différence significative, en revanche, entre conventionnel et l'agriculture biologique. Quand je passe en agriculture biologique, j'améliore la qualité de mes vins. Ça ne veut pas dire, la conclusion de l'étude ne veut pas dire que tous les vins bio sont meilleurs que les vins conventionnels. Ça veut dire qu'un vigneron qui est en conventionnel, qui passe en bio, va améliorer la qualité de ses vins. En tout cas, une telle amélioration
est signalé, repéré et publié sous la forme de notes un peu plus généreuses dans ces différentes publications. Et de manière intéressante, et ce que nous n'avions pas pu faire dans l'étude sur les vins californiens, on a pu voir ce qu'apportait en plus le passage de bio à biodynamie. Eh bien, le passage de bio à biodynamie, ça rajoute encore un petit peu de qualité, ça rajoute environ à peu près la même dose de qualité, aux alentours de 5,6%. Je vous prie de bien vouloir excuser s'il y a des représentants ici de Biodivin. C'était juste parce que j'avais pas de place que j'ai pas mis le logo, mais j'aurais dû mettre le logo de Biodivin. Donc voilà, c'est grosso modo ce que l'on trouve sur cette étude sur les vins français qui va de toute façon dans la même direction et c'est plutôt assez rassurant. On a des magnitudes, c'est-à-dire des effets qui sont inférieurs, enfin grosso modo quand on cumule bio et biodynamie, on est on est à 11,8% en France. On était à 4% aux États-Unis. Pourquoi une telle différence? C'est une question pour laquelle on n'a pas vraiment de réponse. Si ce n'est peut-être que les deux mouvements ont commencé plus tôt en France, plutôt qu'en Californie. Il est possible que les effets, au cours du temps, soient plus importants. La Terre, l'écosystème qui est plus dynamique, et donc qu'on ait des effets à long terme qui soient plus importants. Mais encore une fois, pas de conclusion définitive sur le sujet. J'accélère un petit peu. Quel est l'impact en fait de ces suppléments de notes? Ça dépend en fait si vous êtes, ça dépend du niveau auquel vous vous situez. Par exemple, dans une publication comme Robert Parker, vous voyez ici, ce sont des vins fins, c'est-à-dire des vins fins. Ce sont des vins spéculatifs auxquels mes collègues Philippe Massé et Jean-Philippe Weisskopf se sont intéressés. Et c'est la distribution, en tout cas, c'est le lien entre le prix de vente de ces vins spéculatif et les notes de Robert Parker. Et vous voyez ici qu'au-delà de 93 points, on commence à avoir une accélération en fait de l'évolution du prix. C'est-à-dire que le choix d'un certain nombre de ces châteaux que vous voyez ici, là, ce sont essentiellement les châteaux, sont les châteaux du Bordelais, ça peut aussi leur donner un avantage en termes de distinction et de progresser assez vite en termes de tarifs et de rentabilité, bien sûr. Quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux études? Bien, deux premières études sur le sujet. À date, à ma connaissance, il n'y a pas d'études similaires sur le sujet. Pourtant, un sujet important. C'est une analyse qui a été conduite sur des vins produits dans deux pays très différents. Au total, on a 200 000 vins pour lesquels on a des caractéristiques et nous avons des notes synthétiques. On a considéré un échantillon large de vins très différents, des appellations très différentes, des millésimes très différents, etc., etc. Deux pays, des publications très diverses et variées, des publications notoirement favorables à ces démarches environnementales, des publications notoirement peu enjouées par ces démarches-là, et quand bien même, on a détecté chez ces publications un petit supplément alloué à ces démarches environnementales. On a considéré des publications prestigieuses, peu contestées dans chacun des deux pays, comme je vous disais, des sources très différentes. Je prends l'exemple de Goemio, Pétane de Sauve, et un nombre d'évaluateurs, comme je vous le disais également, assez important. Ce n'est pas parce qu'on a 3 publications qu'on a 3 individus, on a des centaines d'individus qui ont donné leur opinion. Voilà. Souvent, une des critiques qui est faite, je passe aux faiblesses, on me dit systématiquement, et vous me poserez peut-être la question, oui, mais ce n'est pas de la dégustation à l'aveugle. D'accord. Mais quand vous discutez avec tous ces experts qui assument, certains, ne pas déguster à l'aveugle, la dégustation, c'est très compliqué. Être consistant sur le long terme sur cet exercice de dégustation, c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a tout un tas d'experts qui jugent important, au contraire, d'avoir un minimum d'informations sur les vins qu'ils dégustent. Ce n'est souvent pas l'information totale, c'est une information partielle. On sait ce qu'on déguste, on est sur les Rhônes Nord, on va être... voilà, donc ce n'est pas non plus une information qui est parfaite. Et dans cette étude, il y a aussi des publications qui se réclament d'une technique de dégustation à l'aveugle. Donc, je dirais, et alors ? Cet argument, on va dire, du fait de la diversité des sources et le nombre de personnes qui ont évalué les vins, je dirais que c'est une critique qui est
faible. Subjectivité des évaluations. Oui, bien sûr, les évaluations sont subjectives. C'est ce qu'on demande aux experts, ça tombe bien. Bon, pour moi, ça ne me pose pas de problème particulier. Pas de cadre expérimental pur, mais celui-ci, aujourd'hui, à date, n'est pas possible. Il n'est pas possible de le considérer. Il n'est pas possible de le mettre en œuvre. Je suis tout à fait intéressé si certains ou certaines d'entre vous peuvent m'aider à aller plus loin de ce point de vue-là. Pourquoi nous n'avons pas considéré les vins nature? J'en ai déjà parlé. Ce n'était pas possible clairement et sérieusement de les évaluer dans ces publications. Il n'y avait pas de label à date. Et ensuite, il y a des progrès qui sont en train de se réaliser du côté des vins nature. Mais c'est pas encore, on va dire, un niveau de maturité, un niveau de clarté. Ce graphique, enfin en tout cas cette infographique, vous connaissez certainement, a évolué d'ailleurs. J'ai trouvé ça intéressant en recherchant l'information. Il y a en tout cas plus d'informations sur le naturel avec des labels qui sont en train d'émerger, etc. et des associations pour aller dans plus d'informations à ce niveau-là. L'impact de l'étude sur les vins californiens, je vous le disais, elle était très importante. On était très repris par la presse dans le monde entier, surtout en Angleterre, en France, aux États-Unis. On a été aussi repris en Inde, pas mal. Ça, c'est un petit exemple de toutes les couvertures médiatiques qu'on a obtenues sur cette étude. Ce n'est pas pour valoriser qui que ce soit et quoi que ce soit, simplement pour vous dire que ce sujet, il est regardé. C'est-à-dire que c'est un sujet clivant. Nous avons été très critiqués par d'éminents professeurs qui n'ont pas regardé, je pense, l'étude de près. Et s'ils le souhaitent, on pourra discuter scientifiquement des résultats et des méthodes utilisées. Et s'il y a mieux à faire, je suis encore une fois complètement ouvert à faire autre chose, à essayer d'appliquer d'autres techniques sur d'autres données pour essayer de tester la même chose. Il y a eu un impact qui était très fort. On a apporté de l'information avec cette étude. Donc et c'est assez intéressant parce que l'étude sur les vins français, qui est une étude qui a été publiée dans une revue qui a plus d'impact au plan académique, avec, on va dire, des méthodes plus sophistiquées, quasi expérimentales, a eu un relais un petit peu moins important. Entre guillemets, parce qu'au mois de septembre, et c'est la raison aussi pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est que Valérie a vu cette pleine page dans Le Monde qui relayait les résultats de l'étude, qui a soulevé fait pas mal de bruit et nous a donné l'occasion d'être contacté par certaines personnes. Et Le Point, on a parlé aussi aux États-Unis, The Drinks Business, Wine Business, ce sont quand même des publications assez importantes, mais pas la même excitation, on va dire, que lors de la première étude qui était vraiment, on va dire, plutôt nouvelle. Ça veut dire que l'information commence à se diffuser, probablement, qu'il y a toujours de l'intérêt pour ce sujet-là, mais d'une certaine manière, peut-être que les gens commencent à être, si ce n'est convaincus, mais informés de ce genre de résultats. S'il me reste un petit peu de temps, Valérie, je vais aborder la question de la certification de la rentabilité, qui est un point très important pour des vignerons qui souhaitent s'engager, mais aussi des vignerons qui sont déjà engagés et qui ont expérimenté cette transition et ensuite cette période post-engagement. On a rédigé un rapport avec les conseillers du commerce extérieur de la France, en collaboration avec les vignerons indépendants, que je remercie de nouveau, nous avoir communiqué de nombreuses enquêtes, dans leurs enquêtes producteurs, réalisées en 6 vagues de 2011 à 2016, donc ça commence un peu à dater. Mais sur 7000 répondants et une analyse économétrique des réponses, on obtient... Alors, ce ne sont pas les résultats de l'étude, mais on voit ici tout de même, c'est une enquête de l'INSEE qui a été publiée de mémoire un peu plus tard ou un peu plus tôt que notre étude qui a été publiée en 2019. On voit ici que l'excédent brut d'exploitation, grosso modo, c'est la différence entre les produits de l'exploitation moins les charges de l'exploitation, eh bien, on voit qu'il est systématiquement plus élevé ici, voilà, c'est à droite, en bio. Ça veut dire que selon cette étude, qui est juste comparaison de 2 échantillons qui, là, pour le coup, ne sont pas calibrés, mais enfin, on a une rentabilité qui s'améliore, qui est plus forte pour les bio versus les exploitations en conventionnel. Ça, c'est une comparaison, bon, voilà, on n'a pas trop le temps, mais de la même chose, mais en fonction des régions de production. Une autre étude
d'un cabinet comptable, sauf erreur de ma part, si je me trompe, je m'en excuse. En tout cas, c'était intéressant de voir aussi que d'autres sources, quand on met la main dans les données comptables, ce qui est très difficile à récolter en fait pour des chercheurs, des données comptables sur les restaurants, il y en a plein, et j'en utilise beaucoup, et j'arrive à analyser pas mal de choses sur les restaurants. Sur les vignobles, c'est beaucoup plus difficile d'accéder à cette information qui est chasse gardée du ministère de l'Agriculture, sauf erreur de ma part. En tout cas, c'est très difficile de mettre la main dans ces données. Mais quand on a ce genre de publication, on est heureux pour apprendre un peu aussi que, vous voyez, la ligne en vert, elle est au-dessus de la ligne de l'agriculture conventionnelle qui est en jaune ici, ce qui confirme le résultat selon lequel la rentabilité s'améliore lorsque l'on passe en bio, et sans distinction ici de la bio, de la biodynamie. De manière assez intéressante, ça régule un petit peu le flux de profit qui devient plus stable au cours du temps. Ça, c'est intéressant aussi. Le flux de profit est plus élevé, mais il est aussi plus stable au cours du temps. C'est ce qu'on observe. Notre étude est basée sur du déclaratif, c'est-à-dire dans le cadre des vignerons indépendants, on leur a posé la question, concernant votre exploitation viticole, comment jugez-vous actuellement sa performance sur une échelle de 0 à 5, financière ou commerciale? Eh bien, la période de conversion est une période difficile qui pénalise la rentabilité. C'est ce qui est déclaré par les vignerons indépendants qui ont expérimenté cette transition. Mais une fois la transition passée, eh bien, ils signalent une évolution de la rentabilité de l'ordre de 1,6%, qu'elle soit commerciale ou financière quand on passe en bio, et une amélioration beaucoup plus importante quand on passe en agriculture biodynamique. Et pour la raisonner, ce n'était pas très significativement différent de l'agriculture conventionnelle, de la viticulture conventionnelle. On était à peu près dans les mêmes eaux. Donc par rapport aux vignerons conventionnels, les vignerons certifiés AB sont plus nombreux à exporter. Là, ce sont des résultats aussi qu'on a pu obtenir sur la base de ces enquêtes. On a une augmentation de l'ordre de 12,1%. Enfin, c'est corrélé, en tout cas, il y a une corrélation plus positive entre le fait d'exporter et le fait d'être bio. Et les vignerons AB exportent une part plus importante de leur chiffre d'affaires, environ 10%. Et le phénomène existe aussi pour ceux qui sont en conversion en bio, mais moins marqué tout de même, de l'ordre de 5,8%. Les démarches écologiques certifiées, donc, permettent, en conclusion, d'améliorer toutes choses égales par ailleurs. On aime bien utiliser ce terme, ce concept en économie, c'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas toute la catégorie des vins bio qui est supérieure à la catégorie des vins conventionnels, mais si on suit la démarche, qui est la démarche qu'on observe en règle générale d'un vigneron qui est conventionnel et qui va ensuite s'orienter vers la raisonnée, puis ensuite, au bout d'un moment, passer en bio et ensuite en biodynamie, eh bien, on a une amélioration qui est ressentie par tout un tas d'experts qui publient leurs notes dans certaines publications. Toutes choses égales par ailleurs, indépendamment des autres facteurs qui influent, et ils sont nombreux, et c'est pour ça que c'est difficile de publier sur le sujet. Il y a de nombreux facteurs qui influencent la qualité des produits, du vin. C'est associé à une meilleure performance commerciale et financière, et une capacité supérieure à exporter, une fois la phase de conversion terminée. J'ai voulu ici mettre une belle photo du propriétaire Robert Hedon du Château Maris de Languedoc, qui, je n'ai plus beaucoup de temps, je pense que j'étais un peu bavard, Valérie, je suis désolé. Donc sur le long terme, il déclare au Château Maris un vignoble particulièrement engagé, présent sur le salon, que je vais aller rencontrer, j'espère, dans quelques instants, après être allé voir mes amis du Château Bretous. Et donc j'ai dans des plantes en meilleure santé, avec un sol en meilleure santé, qui produit des fruits qui ont meilleur goût et qui produisent de meilleurs vins, ce qui m'aide à les vendre pour un prix légèrement plus élevé, toutes choses égales par ailleurs, pour la qualité du produit. Pour une industrie qui compete, c'est-à-dire qui fait de la concurrence sur le goût, Hedon dit que les approches organiques bio et biodynamiques offrent un avantage compétitif, et ça c'est important à mon avis à garder en tête, et ce que nous on mesure finalement avec l'ensemble des données qu'on a manipulées. Pour l'instant tout va bien, la demande est supérieure à l'offre, les prix augmentent,
Les coûts, certes, augmentent aussi. C'est discutable. On a des données là-dessus. Comme je vous disais, c'est difficile d'avoir de la précision là-dessus parce que quand on veut accéder au compte de résultats, on se heurte à des difficultés. Il y a des grandes bases de données qui existent. Malheureusement, on n'a pas l'information sur la méthode de production. Mais à coût stable ou à coût légèrement supérieur, parce que la structure de coût, elle change, on ne paye plus pour les pesticides, on paye pour plus de main-d'œuvre, etc. Les prix augmentent assez rapidement et on arrive à générer de la rentabilité supérieure. Le modèle est donc pérenne tant que la demande progresse plus vite que l'offre. Il est important de garder ça en tête. On voit qu'on commence à voir dans d'autres domaines, le lait, les œufs, etc., qu'il y a un recul, en fait. En tout cas, il y a un recul du prix parce qu'il y a eu beaucoup d'engagements très rapides, beaucoup de producteurs qui se sont engagés très rapidement et qui finalement, pour tout un tas de facteurs, les prix commencent à être un petit peu moins généreux, etc., etc. Donc, ce qu'il faut continuer à faire pour que le modèle soit pérenne et qu'il y ait une transition dans ce secteur, c'est qu'il y ait un accompagnement au moment de la conversion, parce que ce sont des moments difficiles. Mais mieux accompagner, ça va permettre aussi de convaincre les vignerons de s'engager plus facilement. Accompagner à l'export, c'est peut-être aussi très important, par le biais de regroupements, par exemple, pour diversifier la demande et limiter les risques, aussi créer de la valeur, stimuler la demande au travers de salons. Voilà, on est réunis aujourd'hui, c'est une très bonne initiative, de l'information, etc., etc. Voilà. Donc il faut, jusqu'à date, tout s'est bien passé. Il y a une accélération de la demande, beaucoup plus rapide que l'offre, ce qui est logique avec l'observation d'une meilleure profitabilité, tant mieux. Ça suscite, il faut qu'on diffuse ce message, c'est plus rentable, c'est aussi important de générer des business rentables, mais il faut se méfier tout de même de possibles renversements. Donc voilà, pour l'instant, ce qu'on peut dire là-dessus. L'inflation menace. Aujourd'hui, ce sont des produits qui augmentent en prix. Clairement, les consommateurs sont en train de faire attention à ce qu'ils achètent. Ça, c'est très, très nouveau. C'est depuis quelques mois. Donc, tout ce qui est bio, le bio commence un petit peu à reculer de manière générale, mais pas d'informations particulières sur le vin. Voilà, donc c'est à peu près tout. Je suis absolument désolé si je dépassais le temps. Je n'avais pas regardé la montre. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci bien.